Un beau bonjour à tout le monde au nom des équipes de projet Résistaction et Forge et du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'Université du Québec à Montréal. Nous vous souhaitons une très chaleureuse bienvenue à ce séminaire sur la place des femmes et les perspectives féministes de résistance à l'extractivisme, qui est le 6e organisé dans le cadre du cycle des séminaires Résistaction Forge qui a lieu depuis le 22 avril dernier. Ce cycle de séminaires s'inscrit dans la dynamique de 2 recherches collaboratives effectuées au sein de notre centre. Le projet Résistaction, dimension critique et politique de l'éducation relative à l'environnement dans la résistance sociale en contexte de conflit associé à l'expansion extractiviste, dont j'assume la direction en collaboration avec une équipe de recherche constituée des membres du Québec et du Chili, et le projet Forge, formation collaborative pour la justice énergétique, dirigé par Laurence Brière, chercheur de notre centre, qui prendra la parole dans quelques instants, et aussi avec un collectif d'acteurs sociaux du Québec. Il nous importe de souligner que ce séminaire a été conçu et développé dans les soucis du respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir et les droits territoriaux ancestraux, ainsi que guidé par la nécessité de reconnaissance et de réparation des situations d'injustice commises envers les peuples autochtones et qui se trouvent d'ailleurs parmi les premiers affectés des activités extractives industrielles sur lesquelles se penchent nos recherches. Ce séminaire s'intéresse à la place et au rôle particulier que jouent les femmes dans la mobilisation sociale de résistance pour la défense des biens communs face à l'expansion de l'industrie extractive et les oppressions multiples engendrées par les structures sociales patriarcales et le modèle extractiviste. Nous verrons à travers les exposés comment les femmes se reconnaissent dans les liens directs avec la terre, les territoires et la vie, et comment les réalités critiques des risques, des menaces, des contaminations, destruction des milieux de vie, des problèmes de santé, des violences et des criminalisations, entre autres, les mènent à converger dans un puissant mouvement social et un courant de pensée qui associe les préoccupations écologistes et féministes. Les problèmes de subordination des femmes et d'exploitation de la nature qui caractérisent la logique de dépossession, de saccage et d'accumulation du modèle dominant sont abordés en parallèle. Ainsi, des trames dynamiques de réflexion et d'action écoféministes auto-organisées se tissent ancrées dans des situations historiques concrètes autour des questions de défense des corps et des territoires. Les femmes assument de cette façon de nouveaux protagonismes sur la scène publique, sortant de l'invisibilisation et questionnant le capitalisme hégémonique. Laurence. Et c'est ma collègue Laurence qui poursuivrait. Oui, bon, c'est mon micro qui ne pouvait pas être activé. Alors voilà, c'est résolu. Donc, comme nous le verrons à travers les présentations de nos invités, de nouvelles narrations, de nouvelles approches inspirées notamment des cosmologies autochtones se forgent au sein des luttes des femmes. Des valeurs de réciprocité, de coopération, de complémentarité sont mises en évidence en questionnant et en cherchant à rompre avec les rapports hiérarchiques et dualistes que sont les rapports corps-esprit, nature-culture. Donc, les voix de femmes prennent force au sein des conflits socio-écologiques et au Québec, comme en Amérique latine, les mouvements contre l'extractivisme et pour une transition énergétique juste sont d'ailleurs avant tout portés par le travail des femmes. L'ouvrage, comme nous le dirait la militante et penseur Maud Prudhomme. Donc, c'est la coordination créative, jour après jour, des actrices, des acteurs et des actions par des femmes qui tiennent ces mouvements-là. Suivant leur visée émancipatrice, elles articulent des théories d'action écoféministes, décoloniales, postcoloniales et en somme pluriverselles. Les apports de nos panélistes permettront d'explorer la signification de l'apport des femmes dans ces mouvements. Nous verrons entre autres à travers les présentations que la culture du soin, le care, la culture du soin des corps, de la nature, de la vie, a été adoptée comme inspiration centrale dans la résistance à l'extractivisme, contribuant à l'émergence de nouvelles manières d'envisager nos relations au territoire,
aux humains, aux humaines qui y habitent et aux autres humains, humaines avec qui nous partageons. Nous laissons maintenant la parole à Chantal Lebert, coordonnatrice du Réseau québécois des groupes écologistes, le RQGE, et à Marie-Ève Marleau, coordonnatrice du Comité pour les droits humains en Amérique latine, le CEDAL, toutes deux collaboratrices d'ailleurs des projets Résistaction et Forge. Donc, ce sont elles qui animeront notre séminaire et qui présenteront nos 3 invités spéciaux. Bonjour. Tout d'abord, rapidement, Chantal Lebert, coordonnatrice générale du Réseau québécois des groupes écologistes, qui est le réseau des groupes communautaires citoyens à travers le Québec. Je vais commencer par une indication rapide pour aider, considérant que des personnes qui viennent un peu partout et de différents langages, de vous indiquer en bas, dans la barre de tâches de Zoom, vous pouvez voir, il y a comme une terre, c'est marqué interprétation, translation ou interprétation. Ça dépend c'est quelle langue. Et vous pouvez choisir votre langue. Il y a de la traduction simultanée. Tout de suite, Marie-Ève, elle pourrait prendre la relève pour cette indication de base, le dire en espagnol. Buenas tardes a todas y todos. Entonces, solo para decirles que para los hispanohablantes, si necesitan interpretación hacia el francés, pueden ir abajo de su pantalla en la barra, en el icono de la tierra, y podrán escoger español para acceder a la interpretación. Alors, je vais parler tranquillement pour donner d'autres indications. Vous devriez être en mesure de m'entendre, peu importe votre langue d'origine et de compréhension. Alors, rapidement, vos vidéos, vous pouvez les garder ouvertes si vous voulez. Par contre, c'est enregistré. Donc, si vous ne voulez pas voir votre visage enregistré dans la vidéo, on vous conseille de fermer votre caméra. Ensuite, il y a eu des mesures de prise pour faire un espace sécurisé pour les panélistes qui sont des militantes féministes, écoféministes. Donc, tous les micros, il faut demander la parole parce que les micros, vous ne pourrez pas par vous-même les ouvrir et les fermer. Comme pour le chat, c'est une question de sécurité pour ne pas avoir des visiteurs ou visiteurs un peu misogynes ou encore trop comiques, pas comiques du tout. Et ensuite, il y a cet aspect-là. Et c'est ça. Fait que c'est à peu près ça pour puis les micros vont être fermés toujours. La demande de parole, ça se fera par la main levée que vous pouvez trouver dans Réaction ou encore que vous pouvez mettre à côté de votre nom dans la liste des participants, dépendamment du Zoom que vous avez. Rapidement, on va passer, je vais vous donner juste c'est quoi au juste ce qui va se passer dans l'après-midi. On va commencer par chacune de nos panélistes vont faire leur présentation, c'est-à-dire Alissa, Carolina et Marcella, qu'on va leur donner leur bio plus spécifique au fur et à mesure qu'ils vont faire leur présentation. Il va y avoir aussi ensuite un tour de parole entre les panélistes pour discuter sur des choses particulières qui ont été dites pendant leur présentation et des échanges entre leur réalité et leur présentation. Ensuite, il va y avoir aussi un échange avec la salle, avec toute la salle pour des questions, avec qu'est-ce qui a été dit ou des réflexions, avec qu'est-ce qui a été dit avec les panélistes, mais vos réflexions personnelles aussi par rapport à l'écoféminisme en situation d'extractivisme. Et on va conclure à la fin avec nos 2 directrices de recherche, c'est-à-dire Laurence et Isabelle qui vont faire la finale du séminaire. Alors, c'est sur ça, on va, puis c'est ça. Puis pour les tours de parole, comme on a dit, on va les prendre. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Et puis, nous, on va faire en sorte de les lire à haute voix parce qu'à cause que les micros sont fermés d'office, ça va être plus facile si vous voulez qu'on lise vos questions. Mais quand ça va être le temps de la discussion, par contre, là, entre tout le monde, ça va être avec la levée de la main. On va faire les tours de parole orales. On va ouvrir vos micros au fur et à mesure. Sur ce, est-ce qu'il y a des questions sur le déroulement? Bon, on va vous souhaiter, Marie-Ève et moi, une belle rencontre. On est à votre écoute et on va commencer le cycle des 3 panélistes avec la présentation de Alissa. Je laisse la parole à Marie-Ève qui présente Alissa.
Oui, bonjour tout le monde. Alors, je vous salue du territoire Abénaki autochtone non cédé. Je suis un petit mot sur le CEDAL avant de présenter Alissa. Donc, le Comité pour les droits humains en Amérique latine, on est une organisation de solidarité internationale qui travaille à appuyer des mouvements en lutte pour la défense des territoires et des droits. Depuis à peu près les années 2016, on s'intéresse en particulier aux luttes que les femmes mènent contre l'extractivisme et les alternatives qu'elle porte. Donc, un peu plus tard dans la rencontre, je vous mettrai des liens dans le chat pour vous promouvoir un peu notre travail, que vous puissiez le découvrir. Donc, il me fait un grand plaisir de vous présenter Alissa Simons-Bélanger. Donc, Alissa est une artiste autodidacte, activiste et facilitatrice qui est basée à Trois-Pistoles. Elle détient une maîtrise en psychosociologie de l'Université du Québec à Rimouski. Depuis qu'elle a découvert le théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal en 2009, Alissa se consacre à l'idée de combiner l'art et l'activisme comme un moyen de soutenir la croissance personnelle et collective. Au cours des 10 dernières années, Alissa a été active dans différents mouvements sociaux en travaillant main dans la main avec des organisations locales sur des questions telles que la gentrification, la santé mentale, les changements climatiques et le renforcement des jeunes. Elle s'est investie également dans la lutte contre les pipelines et les sables bitumineux au Québec. Le documentaire qui s'intitule « Pipeline, pouvoir et démocratie » produit par Olivier D. Asselin de l'Office national du film témoigne en fait de ses engagements. En 2015, Alissa a cofondé le collectif Le Récif qui propose des résidences aux artistes et aux militantes et militants. Alissa travaille actuellement sur différents projets d'art ainsi que sur la formation et la sensibilisation de la population sur la propagation du glyphosate dans les forêts du Nouveau-Brunswick. Donc, Alissa, la parole est à toi. Un grand plaisir de pouvoir t'accueillir, du moins virtuellement, cet après-midi. Merci pour cette belle accueil. Merci, bonjour tout le monde. C'est ça, je vous accueille et je veux reconnaître que je suis en territoire Wolastoqey, qui est non cédé aussi, puis c'est ça. Dans le fond, c'est une façon de commencer. Puis, comment m'introduire? C'est toujours la question un peu difficile pour moi parce que je reste quand même souvent inclassable, au fait, comme activiste, artiste. Je ne fais pas partie d'un groupe particulier. Je fais tout le temps les trucs un peu selon mes envies, mes désirs, qu'est-ce qui me vient, qu'est-ce que j'ai envie d'être à la découverte de. Puis ça, je fais ça depuis que j'ai commencé en théâtre. Au fait, ma formation, quand j'étais plus jeune, c'était en art dramatique. Puis en avançant dans ce parcours-là, je me suis rendu compte que pour moi, c'était pas assez de juste faire de l'art pour dénoncer. Tu sais, j'avais vraiment la question de la justice sociale, de la justice environnementale qui m'habitait dans mon cœur. Puis c'est sûr que comme j'ai été marquée par des œuvres qui parlent de ces réalités-là, qui parlent des inégalités, qui parlent des injustices. Mais pour moi, c'était comme, j'avais un intérêt de, oui, faire ce type d'art-là, mais pour moi, c'était pas assez de juste faire de l'art pour parler de ces thèmes-là s'il n'y avait pas comme de quelque chose de concret qui allait ressortir de ça, qui n'allait pas avoir comme une forme d'activisme, dans le fond. Puis je ne savais pas que j'étais activiste à ce moment-là. C'est vraiment un filon que j'ai suivi selon mes envies, puis selon mes désirs, puis selon qui était comme plus une intuition que je ressentais, puis qui me disait comme, faut que tu pousses, puis il faut que tu cherches, il y a où le lien entre le théâtre puis le changement social. Parce que pour moi, ça ne se faisait pas dans les salles de théâtre. C'est ça que je me suis rendu compte. Je respecte les gens qui font ça, mais pour moi, elle n'était pas là, il n'était pas là mon parcours. Fait à force de faire des recherches, je suis tombée sur le théâtre de l'opprimé de Augusto Boal, qui est un type de théâtre qui est pratiqué, bien, ça vient originalement du Brésil, puis ça a été inventé dans l'idée de changer à travers des méthodes théâtrales le climat social au Brésil, donc d'utiliser le théâtre pour donner une prise de parole
aux personnes qui sont invisibilisées, marginalisées dans la société, puis que les outils du théâtre de l'opprimé permettent au fait une prise de conscience de ton environnement, puis des dynamiques sociales dans lesquelles que tu te retrouves, puis quelles sont les formes d'oppression qu'une personne vit selon son contexte social. Puis tous les exercices qui ont été inventés par Augusto Boal ont permis à beaucoup de personnes de commencer à nommer au fait le manque d'éducation, le manque de reconnaissance au niveau de où ils se retrouvent sur l'échelle sociale. Puis le fait de donner un outil aux personnes de pouvoir nommer de plus en plus qu'est-ce que ces personnes-là vivent. Juste le fait de nommer puis de le mettre en action à travers ce que Augusto Boal appelle une pratique de la révolution, parce que dans les méthodes de théâtre, tu peux pratiquer les enjeux que tu vis sans avoir à tout de suite appliquer ces solutions-là directement dans la société. Fait que tu utilises le cadre théâtral pour pratiquer des solutions, des alternatives qui émergent des réflexions qui sont venues avec les exercices. Puis tu peux les pratiquer et de là, tu peux de plus en plus aussi utiliser l'outil de théâtre pour montrer ces oppressions-là, puis montrer les alternatives à d'autres personnes qui vivent les mêmes oppressions que toi. Puis Augusto Boal a fait ça pendant vraiment longtemps. Il a travaillé avec le mouvement des paysans sans terre aussi, parce que c'est un outil aussi de réfléchir à comment vivre en communauté ensemble, comment entretenir nos relations sociales à l'intérieur de luttes, parce qu'on s'entend que d'être dans une lutte, ça met vraiment une pression sur les relations sociales avec les gens avec qui tu t'organises. Fait que c'était aussi un outil pour savoir comment travailler ensemble, comment collaborer ensemble. Puis ça, c'était dans les années 70, puis ça fonctionnait trop bien qu'Augusto Boal s'est fait exiler. Fait qu'il a dû partir du Brésil, mais ça l'a aussi permis que cet outil-là se répande un peu partout à travers le monde. Fait que moi, dans le fond, à 18 ans, j'étais super passionnée par cette idée-là. Puis, je suis allée suivre des formations avec des troupes de théâtre en Inde et au Kenya. Fait que j'ai pu voir comment est-ce que le fait d'utiliser l'art puis le théâtre était vraiment un outil qui était super comme concret à changer les conditions sociales des personnes, parce que c'est vraiment dans le simple fait de finalement donner parole puis de donner des outils d'expression à des personnes qui se sont fait dire qu'ils n'ont absolument pas de place à être entendues, ils n'ont absolument pas de place à remettre les choses en question. Puis c'est comme un outil de empowerment, au fait. Fait que moi, j'étais vraiment, vraiment motivée par ça. Puis en plus, je l'ai vu sur le terrain, puis j'ai vu qu'est-ce que ça changeait vraiment au niveau des conditions sociales des gens. Fait que je me suis dit, OK, je vais venir faire ça au Québec. Fait que j'ai parti ma propre troupe de théâtre de l'opprimé qui s'appelle La Mèche Rebelle, puis on a existé pendant 4 ans. Puis à l'intérieur de ça, on a exploré différents enjeux, puis en même temps, moi, je suis devenue aussi facilitatrice dans des processus de médiation culturelle. Mais ce que je ne m'attendais pas au fait, c'est que ça allait me relier à les causes environnementales. Dans ma tête, moi, j'étais là pour agir dans la justice sociale, sur les inégalités, les inégalités entre hommes et femmes, sur la question de la gentrification, sur la pauvreté. Mais je ne pensais vraiment pas trouver un lien avec l'environnement et l'art. Puis c'est finalement en 2011, je me suis impliquée dans la marche contre les gaz de schiste. Puis dans cette marche-là, c'est une marche qui partait de Rimouski jusqu'à Montréal. Puis on était à peu près un noyau de 30 personnes qui la faisaient au complet. Puis, oui, excuse, je vais juste prendre un... Oui. Parce que je regardais le temps. Ça, c'est toujours un truc plus difficile à gérer. Fait que c'est ça. Fait que on a marché de Rimouski jusqu'à Montréal. Puis pendant cette marche-là, ça a été vraiment une occasion super communautaire. On prenait toutes nos décisions ensemble. Tout était autogéré. Tout était basé sur le consensus. Fait que, tu sais, il y avait vraiment l'aspect de comme, ah, OK, une lutte, dans le fond, ça peut se faire, tu sais, dans le plaisir, dans l'échange, aussi, il y avait beaucoup la question de l'intersectionnalité, parce que autant qu'on était là pour lutter contre les gaz de schiste, tout le monde avait aussi
leur propre lutte, qui mènent leur propre sujet. Puis c'était vraiment une occasion parce que quand tu marches, ben tu as plein de temps pour échanger, puis pour parler, puis pour créer des liens. Puis, tu sais, c'est comme la marche, elle est plus que juste quelque chose de symbolique. C'est vraiment quelque chose qui relie les communautés ensemble, puis qui crée un rapport de force pour dire, voici toutes ces personnes-là qui sont contre les gaz de schiste. Puis on donne une voix à toutes les personnes qui étaient contre ce projet-là, mais qui ne se faisaient pas entendre. Puis ça a été la même chose parce que ça, c'était en 2011. Puis en 2014, on a refait une marche contre les pipelines. Puis la raison pourquoi on a fait cette marche-là, c'est parce qu'on avait fait un théâtre forum. Fait qu'un théâtre forum, c'est quand tu présentes une pièce de théâtre où est-ce que tu vois l'oppression dans la pièce de théâtre et tu demandes au public de trouver des alternatives à la problématique que tu es en train de leur présenter. Puis nous, on avait fait une pièce de théâtre sur le fait que les enjeux de gaz de schiste ou les enjeux de pipeline, c'était juste pas entendu. Puis les personnes qui luttent contre ça, tous les comités locaux qui se retrouvaient tout partout au Québec puis qui luttent contre ces enjeux-là parce que c'est chez eux que ces compagnies-là viennent, c'est chez eux que ces compagnies-là viennent leur dire, en plus parce qu'au Québec, on a la loi des mines. Puis la loi des mines fait que tu n'es pas... quand tu es propriétaire d'un terrain, tu n'es pas propriétaire du sous-sol du terrain. Fait que les compagnies, soit pétrolières ou gazières, ont le droit de claim ton territoire puis de venir creuser chez toi sans ton autorisation. Tu n'as absolument rien à dire, tu n'as absolument rien à faire. Puis ça, c'est pour le Québec. Puis, fait que tu avais toutes ces personnes-là qui se retrouvaient avec TransCanada à leur porte ou Énergie Est ou n'importe quelle compagnie, il y a eu plusieurs compagnies gazières, là, pour leur dire, ben nous, on va construire un puits dans ta cour ou on va faire passer la pipeline dans ta cour, puis il n'y a rien que tu peux faire. Puis le but de le projet de théâtre qu'on avait monté, c'était de mettre en scène toutes les voix de ces personnes-là que personne n'entendait parce que les médias n'en parlaient pas à ce moment-là. C'était comme un enjeu qu'on tassait puis qu'on disait de toute façon, TransCanada, c'est une multinationale, c'est backé par le gouvernement fédéral, c'était Harper à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est un pouvoir trop gros là, que les gens étaient juste comme super défaitistes au fait en regardant cet enjeu-là. Fait que le but de notre pièce de théâtre, c'était de mettre ça en scène puis de le présenter à d'autres personnes qui vivent le même enjeu qui est présenté dans la scène, c'est-à-dire toutes les personnes qui avaient envie de défendre le territoire, mais qui ne savaient pas comment. Puis à force de faire cette pièce-là puis de la présenter un peu partout, bien, le retour qu'on avait du public était toujours le même, qui était « faut créer un rapport de force, puis il faut relier toutes les communautés, tous les petits groupes qui se retrouvent un peu partout au Québec, qui luttent pour la défense du territoire, il faut les relier ensemble, il faut les connecter. » C'est pour ça qu'on a décidé de faire une deuxième marche en 2014 pour relier toutes les communautés ensemble, mais aussi pour dire aux médias comme on existe, comme cette cause-là, elle existe et il faut qu'on en parle parce que c'est un enjeu qui est ultra important au Québec puis qu'on ignore, puis qu'on peut gagner, on peut résister. Puis juste l'idée de dire aux gens on peut résister, il y a beaucoup de gens qui étaient fâchés contre nous, tu sais, parce que c'est plus facile de croire qu'on ne peut pas puis qu'il faut juste laisser les choses aller que de se dire, oui, en effet, si on travaille ensemble, on est capable de résister. Puis si ça n'a pas marché, comme la ligne 9 de Enbridge, qui est une pipeline de 60 ans qui transporte des sables bitumineux puis du pétrole qui vient du Dakota du Nord, qui achemine ça à Montréal-Est, on a lutté pendant des années contre ce projet-là et il s'est fait. Il s'est fait, on ne va pas toutes les gagner. Mais le simple fait de lutter et tout ce qui se passe à l'intérieur de ça, tout ce qui s'est passé pendant les 2 marches, des marches citoyennes, ça crée des possibilités de rencontres, puis des possibilités aussi de tisser un réseau de résilience qui apprend à se connaître. Puis le plus qu'on apprend à se connaître, le plus qu'on tisse les relations à l'intérieur de ce réseau de résilience-là, bien, le plus qu'on est capable de construire des choses ensemble. C'est pour ça qu'après la marche,
Puis la marche, après ça, ça l'a mené à plein d'actions directes. C'est souvent pour ça, au fait, qu'on me demande de parler, c'est pour parler des actions directes que j'ai faites. On a bloqué une raffinerie à Suncor qui a fait les manchettes dans le même temps, à peu près, juste après la marche. Puis ça aussi, c'est un autre coup de théâtre. C'est comment j'ai utilisé mes capacités en théâtre et en mise en scène pour organiser une action qui allait chercher l'attention de tous les médias. Puis ça a beaucoup plus marché que la marche, au fait, la marche citoyenne. On a marché pendant 34 jours. On a eu de la misère à avoir une couverture médiatique, mais tu t'attaches avec un cadenas après une clôture, puis tout le monde est là. Même Météo Média, il était là. Genre, parce que ça frappe, puis ça frappe l'imaginaire, puis il y a une image, tu sais, encore, ça reste du théâtre, tu sais. Puis c'est correct d'utiliser ces moyens artistiques pour faire avancer ta cause. Puis le but, c'est de créer un débat public sur est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à utiliser des hydrocarbures au Québec, et ça a fonctionné et on a réussi à ce niveau-là. T'sais. Fait qu'il y a comme les petits gains comme cette action directe-là, puis après ça, on en a fait d'autres qui étaient de fermer des valves de pipeline, puis on a expérimenté plein de choses pour essayer différentes méthodes de résistance. Mais finalement, qu'est-ce que je me suis rendu compte aussi, c'est à quel point le réseau de résilience qu'on crée, oui, c'est aussi de s'opposer à des choses, puis d'empêcher qu'il y ait des projets comme ça qui s'installent. Mais ça aussi, c'est extrêmement énergivore. Puis c'est aussi faut que tu sois dans un mode d'esprit qui est très guerrier, tu sais, ou guerrière, tu sais. Puis c'est pour ça que c'est le fun de le faire à travers des moyens artistiques, parce que les moyens artistiques aussi nourrissent l'âme, puis apportent du plaisir, puis apportent des choses qui sont positives à l'intérieur d'un combat qui est souvent très négatif, très injuste, très, très lourd à porter. Fait que c'est le fun d'avoir de l'art pour aider à trouver son sens de plaisir dans ton militantisme, tu sais, que comme si tu vas militer, faut que tu le fasses aussi parce que ça te fait grandir toi, puis ça t'apporte quelque chose, tu sais, dans le sens que ça t'apporte pas quelque chose matériellement, mais ça t'apporte quelque chose au niveau de la personne que tu deviens quand tu fais ces actions-là. Puis à force de faire les marches puis de faire les actions, comme on a créé une communauté résiliente qui partage les mêmes valeurs, qui ont un mode de fonctionnement autour du consensus puis de l'autogestion, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Puis il y a aussi les alternatives, puis investir les alternatives. Puis c'est pour ça qu'on a créé le collectif Le Récif, qui est un espace autogéré où est-ce qu'on offre des résidences pour que les gens de la ville puissent venir en nature gratuitement, puis qu'ils puissent aussi connaître une communauté où est-ce que l'autogestion puis la souveraineté alimentaire, c'est vraiment important. Fait que ça fait partie aussi de comme la suite des actions qu'on a fait. Mais pour moi, personnellement, c'est important pour moi de continuer à lutter. C'est important pour moi de continuer à s'opposer, puis à dénoncer, puis à donner une voix aux personnes qui sont invisibles. Parce que j'ai un privilège. J'ai le privilège d'habiter au Canada. J'ai le privilège d'être bien. Puis moi, quand je fais de l'action directe, je ne fais pas face à des crimes ou à des répercussions qui peuvent me mettre vraiment, vraiment, vraiment dans le trouble, comparé à d'autres activistes, puis d'autres militants puis militantes à travers le monde. Comme moi, j'ai la chance de pouvoir faire une action directe, puis de me retrouver en cours, mais de jamais faire de prison, de jamais comme risquer ma vie, de jamais comme me faire kidnapper. Tu sais, il y a tellement de gens qui risquent leur vie pour défendre la terre, parce que c'est important de défendre la terre. Puis au Canada, les sables bitumineux, c'est l'enjeu le plus polluant au monde. Tu sais. Fait que si moi, je peux utiliser mon corps ou ma passion ou mes actions pour
mettre fin au sable bitumineux parce que je peux le faire, ben je vais le faire, tu sais. Puis c'est cool de créer des alternatives, puis de créer des communautés résilientes, puis il faut que ça existe. Il faut montrer le monde dans lequel on veut vivre. Mais pour moi, il y a aussi le fait qu'on est quand même dans une société patriarcale, on est quand même dans une société capitaliste, puis il y a quand même un effort à faire au niveau de se battre contre ces oppresseurs-là. Puis comment se battre? Bien, il faut trouver notre façon propre à nous, qui nous parle, de le faire. Puis pour moi, c'est à travers l'art, c'est à travers l'action directe, parce que c'est mes façons à moi, où est-ce que je me sens bien en mettant de l'avant ces actions-là, en mettant de l'avant ces pièces de théâtre-là. Puis je le fais bénévolement, mais je le fais parce que j'y crois, puis parce que ça m'apporte de quoi, tu sais. Fait que c'est ça. Des fois, je m'emporte, je suis comme vraiment passionnée par ce que je fais ou ce que je dis, puis des fois, j'essaie de comme communiquer au fait l'amour que je porte pour la Terre, au fait, dans mes actions, puis mon but, c'est pour ça que je travaille avec des gens au niveau, que ça soit au niveau environnemental, au niveau de la justice sociale, c'est de rappeler qu'on est tous interconnectés, puis que quand je fais une action, que ça soit la marche ou que quand on a bloqué les raffineries, comme j'ai senti que j'étais accompagnée par la nature, par la terre, que j'ai senti que comme l'action que j'étais en train de poser, parce qu'on avait plein de gens qui étaient d'accord avec nous, qui étaient d'accord qu'il faut qu'on protège, puis qu'il faut dire non aux oléoducs, puis il faut dire non aux gaz de schiste, que même si j'étais toute seule attachée après une clôture, puis qu'il n'y avait personne autour de moi parce que la police avait repoussé tout le monde, puis je me retrouvais vraiment toute seule. À ce moment-là, je ne me sentais pas toute seule. Puis je me sentais que comme l'action que j'étais en train de poser, elle était cohérente avec tous les partages puis toutes les voix de toutes les personnes qu'on n'a pas entendues sur cet enjeu-là, mais que toutes ces personnes-là nous ont communiqué, oui, en effet, il faut activement résister ces pipelines-là, il faut activement résister les puits de gaz de schiste parce que nous, on y croit, puis on est plein de monde à y croire. Fait que je me sentais complètement valide malgré l'illégalité de mon action, de faire cette action-là parce qu'il y a plein de monde qui voulaient que cette action-là existe. Fait que voilà, c'est ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Alissa. Je vais passer la parole à Chantal pour qu'elle présente notre autre panéliste. Donc, on voit des cœurs, on peut montrer des applaudissements. Merci beaucoup pour ta présentation vraiment très inspirante. Il y a plein de choses qui me sont venues en tête pendant ta présentation. On en parlera après. Donc, j'invite encore le public à inscrire vos questions dans le chat. On va les prendre là, au fur et à mesure. Puis, lorsque nos trois panélistes ont présenté, nous pourrons là, les partager là, aux panélistes. Donc, Chantal, je te laisse présenter notre prochaine panéliste. Ah, je vais pas ouvrir mon micro, c'est vrai, je suis une co-hôtesse. Désolée. Alors, la prochaine panéliste, c'est Carolina Orellana Sepúlveda, qui est écoféministe, diplômée en écologie sociale et écologie politique de l'Universidad de Santiago de Chile. Elle est activement impliquée dans les luttes pour les droits humains et les droits environnementaux. Ancrée dans la ville chilienne de Quintero, elle a une longue trajectoire d'engagement dans les luttes pour la qualité de vie, la santé de la population et la qualité de l'environnement. Aussi pour les luttes contre le génocide environnemental dans la zone de sacrifice de Quintero Puchuncaví. Je ne sais pas si je dis comme ça, elle pourra le dire mieux que moi tantôt. Elle milite activement pour l'accès de la population aux connaissances sur la qualité de l'environnement, pour une éducation relative à la santé environnementale et pour une vigilance environnementale citoyenne.
Porteuse de ces objectifs, elle s'est présentée comme candidate au conseil municipal de Quintero en 2001. Elle a également été porte-parole du mouvement Femmes en zone de sacrifice et cofondatrice de la table sociale de Quintero, un organisme regroupant 7 groupes communautaires qui cherchent à protéger le droit à la santé des communautés exposées aux toxiques, le droit de vivre dans un environnement sain et les droits écologiques. Elle est également impliquée dans la Maison de la femme de Quintero depuis 1992 et œuvre pour visibiliser les violences de genre et pour développer des interventions éducatives, légales et thérapeutiques destinées aux femmes. Carolina Orellana est auteure et co-auteure de diverses déclarations, articles et documents portant sur les zones de sacrifice, entre autres, les territoires que nous habiterons, quel avenir pour les zones de sacrifice, qui est un des documents, et écoféminiser le territoire, l'éthique du soin des femmes en zone de sacrifice, en résistance, comme stratégie face à la violence extractiviste. J'ai essayé de lire lentement pour la traduction et j'invite aussi Carolina à parler lentement pour les traductrices simultanées. Et un gros merci, Carolina. Maintenant, la parole est à toi. Muchas gracias. Aprecio mucho la presentación que acabas de realizar. Por mi trayectoria, es primera vez que mencionan tantas cosas y me sentí un poco sorprendida, la verdad. Pierde uno la cuenta de tanto trabajo que se va realizando a medida que pasa el tiempo. Quiero saber si puedo compartir la presentación o simplemente les relato sobre el tema que nos convoca hoy día. Puedes. ¿Puedo? Puedes compartirla, por supuesto. A ver, y eso es en la flechita verde, ¿verdad? Voy a ver si lo logro porque no ocupo mucho zoom. A ver. Acá, no. Debes en primer lugar abrir tu presentación y enseguida haces compartir pantalla. En el margen inferior del Zoom aparece compartir pantalla en verde. Sí, eso estoy viendo, pero no encuentro Tienes que acá tenerla para abierta poder... en tu pantalla. Ah, no lo tengo abierto. A ver, voy a... No lo tienes abierto, no lo va a ver. No la tengo abierto. Voy a... Espérenme un segundo. Entonces les cuento nomás así en palabras, sin mostrarles las imágenes en realidad, porque tengo varias fotos para mostrarle, pero creo que con respecto al tema que estábamos conversando y escuchando y compartiendo también, lo más importante que me gustaría comentar hoy para ustedes es primero mencionarles que Quintero y Puchuncaví, sobre todo Quintero, que es la ciudad en donde vivo, es el primer balneario de Chile. Por lo tanto, es una de las actividades productivas históricas que ha sido afectada por la instalación de un cordón industrial que se comenzó a construir en nuestra bahía desde 1958 en adelante. Actualmente, por la desregulación del territorio, por la normativa escasa que hay en Chile, para poder regular el suelo y todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, este cordón industrial se expandió sin ningún criterio, afectando gravemente la calidad de vida de las personas que habitamos este territorio, y no solamente a las personas, sino que también, por supuesto, degradando la biosfera de la que somos parte. Por lo tanto, el daño, ya van 55 años de deterioro ininterrumpido por la afectación de este cordón industrial que posee 19 industrias altamente contaminantes y molestas, de las cuales todas, o gran parte, 13 fundamentalmente, emiten contaminación atmosférica
y también emiten contaminación a las napas de agua subterránea, al suelo y al océano. Hasta el año 2017, una de las empresas contaminantes, lamentablemente que es estatal, Codelco, reconocía que desde la instalación de la industria han arrojado al mar 780.000 toneladas de arsénico a la bahía. Cuando se han realizado estudios de calidad de suelo y de aire, nuestros parámetros están muy por sobre normativas internacionales y hemos visto con mucho dolor que las niñas, niños y adolescentes que hemos ido creciendo a lo largo de los años acá en este territorio, a medida que pasa el tiempo vamos desarrollando distintos tipos de enfermedades, siendo lo más grave algo que nos afecta principalmente a las mujeres cuando decidimos gestar, es que en el momento de la formación del feto se produce un daño epigenético, el cual implica que podemos heredar hasta la sexta generación ese daño, siendo su característica más terrible, más desgarradora, el desarrollo de cáncer. Nuestras comunidades poseen las tasas más altas de cáncer en Chile. Principalmente las mujeres sufrimos o podemos llegar a sufrir enfermedades respiratorias de todo tipo, asma, bronquitis en todos los grados, y siendo lo más grave cáncer de riñón, de estómago y de útero. Y este daño biológico real, concreto, se traspasa, se hereda hasta la sexta generación. Por lo tanto, en mi caso, yo crecí en esta comunidad, en esta ciudad, en los años 80, años en donde no había ningún tipo de normativa, y tengo en mi memoria el recuerdo de ir cada mañana a mi colegio. Quintero tiene 2 cerros y el colegio estaba al frente, y cada mañana había nubes de color verde, de color gris o color amarillo. Y con los años, como niña y después como joven, logramos identificar que esos colores de nube tenían distintos olores y causaban distintas molestias físicas. Actualmente sabemos que esas nubes tenían que ver con dióxido de azufre y arsénico. En este momento, la forma en que nos hemos organizado y que tiene que ver como con las claves que nosotras hemos ido descubriendo desde nuestro propio quehacer como comunidad y como mujeres movilizadas, primero ha sido conocer, o sea, aquello que nosotras vivenciamos en nuestro cuerpo respecto de los síntomas de la contaminación, los hemos llevado a la teoría, o sea, a aprender a identificar qué es lo que nos sucede a nosotras. El conocimiento de la afectación en la salud, el conocimiento de la degradación de nuestra tierra, de nuestra naturaleza, de la que somos parte, el reconocimiento de la vulneración de nuestros derechos humanos, y no solo de personas adultas, sino también de niños, niñas y adolescentes, ha sido fundamental para poder articular los argumentos que nos permiten resistir, y en esa resistencia también educarnos. Por lo tanto, una de las claves para nosotras ha sido la educación, luego el reconocimiento de la vulneración de nuestros derechos humanos y cuáles son esos derechos humanos vulnerados, siendo el principal la vulneración de nuestro derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, nuestro derecho a la salud y a la vida misma, nuestro derecho a poder realizar una actividad económica que nosotros quisiéramos, nuestro derecho a la cultura, al esparcimiento, a una vida rica en términos culturales, y por supuesto también como mujeres a nuestros derechos sexuales y reproductivos, que se han agudizado con la pandemia. En Quintero y en Puchuncaví, lamentablemente, sufrimos de la normalización de la vulneración de derechos humanos. Sufrimos desde hace décadas con lo que tiene que ver con la violencia por omisión, en donde el Estado,
para nosotras es un Estado fallido, ecocida y genocida, en donde para nada es garante de nuestro bienestar y de nuestros derechos como seres, como personas, considerando que en Chile la situación nuestra es mucho peor porque ni siquiera tenemos designados o consignados los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, si lo vemos desde la vulneración, desde nuestro cuerpo territorio y el territorio del que somos parte, o haciendo como la analogía de la madre tierra, en Quintero y en Puchuncaví se vulnera la madre tierra, se destruye la madre tierra y se destruye también a las mujeres y la vida de las mujeres que habitamos aquí. La siguiente clave para nosotros desde nuestro activismo y desde nuestra resistencia ha sido, una vez que se recibe esta información dolorosa, en donde las personas que habitamos acá comenzamos a tomar conciencia y a observar la familia si es que tenemos algún grado de afectación en la salud, comenzamos también a visibilizar cuáles son las expresiones de estas afectaciones. Y en ese proceso de darnos cuenta, también hemos ido observando que es importantísimo apoyarnos como comunidad, apoyarnos, hacer redes, entrelazarnos con otras organizaciones y sobre todo acompañarnos en el proceso que implica el reconocimiento de una enfermedad adquirida por la contaminación del lugar en donde vivimos. En mi caso tengo bronquitis crónica leve, afortunadamente hasta ahora, y como yo ya tengo 44 años y como yo, mis compañeros y compañeras de colegio en la infancia, tenemos dos alternativas: o seguimos viviendo sin querer saber y negar la realidad u omitirla, como nos han enseñado muy bien desde la dictadura, o hacernos cargo, tomar una decisión y ver qué hacer con esta rabia o con esta frustración que va siempre de la mano con el amor hacia la naturaleza, hacia la vida y hacia el ecosistema del que somos parte. Por lo tanto, este proceso es súper importante para nosotras acompañarnos y también observar las afectaciones psicológicas que tiene el conocimiento del territorio en donde habitamos y estar permanentemente viendo un cordón industrial gigantesco que rodea gran parte de la bahía, que en los años 50 fue un gran humedal, un gran campo dunar. El mar acá tiene un tono turquesa, las playas son preciosas todavía, y la naturaleza nos va mostrando cómo su resiliencia y su fortaleza, a pesar de tanto daño, siempre intenta volver a florecer. Y en mi caso observo siempre esa fuerza y trato de tenerla y de buscar distintas herramientas para poder compartir y difundir la importancia de exigir el respeto de nuestros derechos humanos y de los derechos de la naturaleza también. El año 2018, bueno, a lo largo de estos 50 años hemos sufrido distintas catástrofes, pero la más importante la vivimos el 2018, en donde sufrimos envenenamientos masivos durante 3 meses. Desde agosto hasta octubre tuvimos un total de 1.700 personas intoxicadas, 90% eran niños. Me queda un minuto. Muchas gracias. Y bueno, esta catástrofe nos hizo llegar a la siguiente clave, que es hacer redes con instituciones que nos permitan lograr los objetivos de la resistencia y la estrategia para poder, como comunidad, construir acciones por el buen vivir. Y en eso estamos hoy día, concretando y fortaleciendo redes para poder vivir mejor. Así es que en eso estamos trabajando hoy y esperamos tener la fuerza y el corazón para seguir, continuar y que esto de verdad, esta realidad cambie y que las zonas de sacrificio no se sigan multiplicando en Chile ni en ningún país del mundo. Y por último, cierro con algo importantísimo que es
que queremos dejar de ser una zona de sacrificio y queremos ser una zona con necesidad de recuperación, que es lo que merecemos. Eso, muchas gracias. Merci beaucoup, Carolina. Désolée, on met le temps un peu, c'est passionnant. Alors, on clôt pour tout de suite la présentation de Carolina. Et là, je passe le micro à ma collègue Marie-Ève pour la prochaine présentation. Merci Chantal, merci Carolina. Donc, j'ai le grand plaisir maintenant de vous présenter Marcela Meya Ortiz. Donc, cette grande femme est la porte-parole et la coordonnatrice de l'organisation citoyenne chilienne No Alto Maipo, qui a été créée dans le but de protéger et de défendre le bassin versant de la rivière Maipo des effets néfastes du projet hydroélectrique Alto Maipo. Ce projet hydroélectrique menace l'approvisionnement en eau potable pour Santiago, qui est la capitale du Chili. Marcela est activiste, elle milite activement depuis plus de 13 ans pour la défense et la récupération des eaux contre le pouvoir politico-économique qui est à l'origine du modèle extractiviste et contre la privatisation de l'eau. Porteuse de cette mission, elle a été candidate indépendante à l'Assemblée constituante pour les élections de mai 2021. Aussi, elle a participé à diverses rencontres internationales pour présenter le conflit d'Alto Maipo et la lutte pour l'eau que mène la communauté, entre autres à la COP 25 en 2019, auprès du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, et en 2020, qui a eu lieu cette présentation au comité, et aussi auprès de la Banque interaméricaine de développement. Elle est également impliquée dans le réseau pour les rivières libres du Chili, Red por los Ríos Libres de Chile, et elle est activiste pour la récupération de l'eau au niveau international. Marcela, mucho gusto. Le doy la palabra. Puede hacer su presentación por un tiempo de 20 minutos. Le enseñaremos un papel cuando queda solamente 2 minutos. Adelante, Marcela. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la presentación también. Como comentaban, soy la vocera de una organización ciudadana que nace el año 2007 para oponernos colectivamente y no individualmente a un proyecto hidroeléctrico en la alta cordillera de Santiago de Chile. Nosotros y nosotras habitamos un territorio que es muy importante para Santiago. Es la parte más alta de Santiago y desde este lugar, el Cajón del Maipo, toman agua 7 millones de personas que habitan la capital de Chile. Desde este conflicto particular, que era la amenaza de un proyecto hidroeléctrico, rápidamente nos convertimos en activistas por la defensa y la recuperación del agua, ya que, como explico, un conflicto particular nos llevó a conocer, a entender y a formarnos en la situación en la que están los bienes naturales y comunes en Chile. La constitución de la dictadura de Pinochet privatizó en Chile no solo la gestión del agua, sino que también las fuentes de agua. Y por lo tanto, todas estas iniciativas industriales poseen los derechos de agua de los ríos de nuestro país. Entonces, en términos absolutamente legales, AES-Gener, que es una compañía norteamericana, AES Corp en Estados Unidos, es propietaria del agua de los ríos del lugar donde vivimos en el Cajón del Maipo. Y con esa propiedad pudieron desarrollar, impulsar y construir el proceso del proyecto, está en construcción todavía, este proyecto
que amenaza el derecho humano al agua de más de 7 millones de personas. Estos años de lucha y años de oponernos al proyecto Alto Maipo, pero también ser parte del movimiento en Chile que busca recuperar el agua para las comunidades, los ecosistemas, pero también para la producción económica. Nos llevó también a entender que cuando se vulnera el acceso al agua, también se vulnera la vida. Quienes defendemos el agua, defendemos la vida. Quienes defendemos el agua, hemos insistido en Chile que el primer uso debiera ser el consumo de las personas, luego la producción de alimentos y luego el agua para las actividades industriales y productivas. Este camino, por ejemplo, en lo particular, que siempre me sentí representada por el feminismo, me llevó a descubrir a través de una amiga y compañera feminista el ecofeminismo. Y cuando descubro el ecofeminismo, lo que entiendo ahí es, o lo que veo ahí es claramente mi quehacer como activista identificada con una corriente del feminismo. Las mujeres somos las primeras en estar afectadas por las vulneraciones que hace el sistema capitalista a la naturaleza, porque nos toca primero que a nadie enfrentar ese problema. Y es por eso que creo que tanto en Chile como en América del Sur habemos tantas activistas socioambientales, porque la sensibilidad, nuestra propia mirada del activismo y en el caso de quienes nos sentimos representadas por el ecofeminismo, nos lleva a entender nuestra lucha y nuestras causas desde otro lugar. Nuestra organización fue bastante pionera en Chile porque siempre ha estado a cargo de mujeres, en un momento en que el movimiento socioambiental también era liderado básicamente por hombres. Creemos que hemos hecho un aporte también ahí, en visibilizar a las activistas y en entregarle a las activistas las vocerías o la representación de sus comunidades. En este largo camino de oponernos al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, nos ha tocado también enfrentarnos al gran poder económico y político que respalda y protege al proyecto en Chile, independiente de quienes han gobernado nuestro país. El comportamiento de Michelle Bachelet en sus 2 gobiernos y de Sebastián Piñera en sus 2 gobiernos, en orden a proteger y blindar al proyecto Alto Maipo, es exactamente el mismo. Y esto tiene relación con el gran poder que tiene esta empresa norteamericana en Chile y que también afecta a la comunidad que vive en Quintero y Puchuncaví. Porque AESGener en Chile básicamente tiene generación de energía a través de combustibles fósiles. Este proyecto es uno de los pocos proyectos que tienen con hidroelectricidad. Entonces también ahí aparece un juego bastante perverso en términos de que la empresa, esta compañía norteamericana, señala sus compromisos para descarbonizar la matriz de Chile. Y para mostrar esta supuesta buena voluntad, lo hacen a través de este proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. En distintas instancias internacionales, donde hemos denunciado la afectación del proyecto a la capital de nuestro país, nos fuimos encontrando en que hay cuestiones que es difícil para otros habitantes del mundo entender, como por ejemplo esta situación particular de Chile de tener el agua privatizada, el agua respecto a un mercado, el agua como un negocio que no está formalizado, pero que en la práctica ocurre. Cuando estuvimos en Londres el año 2016, en la Junta de Accionistas de Antofagasta Minerals, un gigante minero chileno, propiedad de la familia Luxic, que en ese momento era socio del proyecto Alto Maipo, nos dimos cuenta de que este aspecto de la
propiedad privada del agua era una dimensión muy importante para llevar a cabo nuestra campaña internacional de denuncia. Y lo digo no solamente por lo que ocurrió en la reunión de la Junta de Accionistas de Antofagasta Minerals, sino también las repercusiones que eso tuvo en la prensa del Reino Unido. Y de ahí en adelante iniciamos este camino de denuncia internacional que nos llevó, por ejemplo, a la COP en Madrid, la COP 25, que inicialmente iba a ser en Chile y que no se pudo realizar por el estallido social, es decir, la protesta popular que se instaló ese año en octubre en nuestro país. Y lo que hicimos en la COP 25 fue denunciar cómo los proyectos en América del Sur y África hacen un gran lobby en Naciones Unidas para que Naciones Unidas catalogue a los proyectos, por ejemplo, a Alto Maipo, como un mecanismo de producción limpia. Por lo tanto, hacen una colaboración con bajar la emisión de huella de carbono de la compañía. Pero esa decisión de clasificar a Alto Maipo con estas características no toma en cuenta todos los argumentos que ha desarrollado responsablemente la ciudadanía que nos oponemos al proyecto Alto Maipo. O sea, hay lugares donde pueden llegar las empresas a hacer lobby, a hacer tráfico de influencias, lograr resultados, pero a esos espacios es muy difícil que la comunidad que se organiza en contra de esa iniciativa pueda acceder. Entonces, finalmente, lo que va quedando sobre la mesa y en la opinión de los expertos es la opinión de la empresa, es la opinión de la compañía, los argumentos de la compañía, que obviamente no tienen ninguna relación con los argumentos y toda la investigación y el conocimiento que ha desarrollado la comunidad que se opone, en este caso, a Alto Maipo. Luego de aquello, durante el desarrollo de la COP25, tuvimos reuniones con el que era el delegado especial para el relator especial, para el derecho humano al agua de la ONU, en ese momento Leo Heller. Iniciamos un intenso trabajo con él y con su equipo y el resultado fue que se emitió un duro informe sobre la situación del agua en Chile, la vulneración del derecho humano al agua en Chile, y para hacerlo usó dos ejemplos. Por un lado, todo el cultivo, la agroindustria de la palta Hass de exportación, que se desarrolla en una región de nuestro país y que tiene a muchas personas sin acceso al agua ya. O sea, hay agua para las paltas, pero no hay agua para las personas. No hay agua para los pequeños agricultores, pero sí hay agua para la agroindustria. Y esa agua está ahí porque ellos poseen los derechos de agua y por lo tanto legalmente tienen el primer uso de esa agua. Y el segundo ejemplo que usó Leo Heller fue la afectación y la vulneración de este derecho humano de más de 7 millones de personas a propósito del proyecto Alto Maipo. Cuando logramos o revisamos el informe del relator Heller, sentimos mucha satisfacción, ya que no éramos solo nosotros y nosotras acá en Chile quienes estábamos levantando esta denuncia, sino que también lo hacía un experto de las Naciones Unidas. La respuesta del gobierno de Sebastián Piñera al informe del relator, básicamente lo único que argumenta es la propiedad privada de los derechos de agua. Y que por lo tanto, y eso es así, el Estado no tiene herramientas ni legales ni políticas, porque tampoco ha existido voluntad política para poder gestionar el agua en Chile de otra manera. La mayor afectación que Chile tiene al cambio climático es la escasez de agua. Y en Chile el agua es privada. Entonces, por lo tanto, en estricto rigor, quienes gobiernan Chile no tienen herramientas para cambiar esta situación
Esperamos que con el proceso de esta nueva constitución en Chile logremos lo que decía Carolina, que haya una constitución que reconozca a la naturaleza como sujeto de derechos y que consagre el acceso al agua como un derecho humano, como un principio transversal en toda nuestra nuevo orden político y social. Porque esta situación es la que ha llevado, como comentaba, que miles de chilenos y chilenas actualmente dependen de un camión que les lleva agua. Entonces, esta situación del acceso al agua también se ha transformado en una diferencia social importante, porque quienes tienen dinero pueden comprar agua embotellada, pero quienes no tienen dinero no pueden acceder a comprarla y por lo tanto depende de lo que un municipio, es decir, el poder local, a través de la municipalidad le pueda entregar esa cantidad de agua. Hasta hace pocos meses eran solo 50 litros por persona diarios. Y hay un fallo reciente de nuestra Corte Suprema, donde en caso de una localidad instruyó que el municipio tenía que no entregar 50 litros de agua, sino que 100 litros de agua. Eso, de alguna manera, es visto como una legitimación a toda la denuncia que hemos hecho quienes estamos comprometidos y comprometidas por la recuperación del agua en nuestro país. Pero no toca el tema de fondo, que es por qué esas personas se quedaron sin agua. Entonces podemos avanzar un poco, pero necesitamos este otro cambio estructural que yo explicaba, que realmente pueda entregarle al Estado herramientas para tener una gestión distinta de nuestros bienes naturales y comunes y especialmente del agua. Durante todo este tiempo también hemos sido parte de distintas redes a nivel nacional e internacional para poder avanzar en nuestra denuncia contra el proyecto Alto Maipo. Y también el año pasado, en marzo, yo estuve en Ginebra representando a los opositores a Alto Maipo. Expuse en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el único comité donde se puede denunciar violaciones de derechos humanos a propósito de un proyecto económico que afecta además a la naturaleza. Hubo varios casos de nuestro país que se expusieron en esa oportunidad y uno de los casos que el comité recogió y que va a ser parte del examen periódico universal que Chile tiene que rendir ante la ONU es el caso de Alto Maipo. Entonces, por lo tanto, este gran esfuerzo que hemos hecho como comunidad organizada para poder avanzar en relevar nuestros argumentos y por qué nos oponemos al proyecto Alto Maipo, ha sido un camino muy difícil, ha sido un camino que no ha estado exento de problemas. La construcción del proyecto Alto Maipo en nuestro territorio significó la llegada de más de 4.000 trabajadores, básicamente y mayoritariamente hombres, que han traído otros problemas también a nuestra comunidad. Desde que se inicia la construcción del proyecto, el acoso sexual y callejero hacia las mujeres y las adolescentes de nuestro territorio fue en aumento. Ha habido además una serie de actos que rayan con la legalidad en las que incurren los trabajadores del proyecto. Y también incluso llegamos a que uno de los gerentes, un gerente muy importante del proyecto Alto Maipo, pues era el gerente de la relación con la comunidad, es despedido del proyecto por 3 denuncias por acoso laboral y sexual a trabajadoras del mismo proyecto. Toda esta situación impacta en el tejido social de una comunidad. Esta gran cantidad de trabajadores
trabajadores que no son de nuestra comunidad, que no tienen ningún apego a nuestro territorio, ningún cariño a nuestro territorio. Lo que ven ahí es solo una oportunidad de trabajo. Por lo tanto, ok, gracias. Por lo tanto, cada una de las cuestiones que denunciamos desde el inicio, es decir, desde el año 2007, se han ido cumpliendo, no solamente lo que tiene que ver con la afectación a la naturaleza, al patrimonio ambiental y natural, que es del Cajón del Maipo, que es tan importante para Santiago, sino también cómo alteró la vida cotidiana de quienes vivimos en este lugar mucho antes que Alto Maipo llegara. El problema de Alto Maipo es que además cuenta con respaldo de distintos bancos a nivel internacional y de Chile que invirtieron en el proyecto, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, la OPIC, y también el Banco Mundial, que hace 2 años decidió salir del proyecto por toda la campaña que hicimos nosotros y nosotras en contra de estos bancos multilaterales que habían financiado el proyecto. Entonces, esta red, como decía, política y económica que rodea el proyecto Alto Maipo ha sido una de las mayores dificultades que hemos tenido para poder lograr que el proyecto no siga adelante. El objetivo actual es que nuestros ríos, el agua de nuestros ríos, no entre nunca a este sistema de túneles que construyó AESGener, por donde pretenden conducir el agua de Santiago de Chile para la producción de energía y un negocio absolutamente privado. Muchas gracias. Marcela, muchas gracias. Fue súper interesante su presentación y muy conmovedor porque el agua, como ha dicho, es un derecho, es como la base de la vida. Entonces, es muy difícil. Je viens de me rendre compte que je parle en espagnol. Je pense que je dois parler en français. Donc, désolée pour les interprètes. Je sais que c'est difficile quand on passe d'une langue à l'autre. Donc, merci beaucoup, Marcela. Alors, nous arrivons maintenant à une période où Chantal et moi allons vous donner quelques-unes de nos réflexions et questions afin de susciter des échanges entre Marcela, Carolina et Alissa. Donc, vous pouvez aussi vous commenter, vous poser des questions entre vous. En fait, moi, avant de passer la parole à Chantal, je voulais vous raconter qu'en 2018, on a reçu une trentaine de femmes défenseurs des territoires sur le territoire dit Montréal au Canada. Et ces femmes nous ont transmis, en fait, non seulement les impacts qu'elles vivent face à l'extractivisme, mais aussi les luttes, les résistances qu'elles mettent de l'avant. Alissa, tout à l'heure, nous parlait des outils, dans le fond, qui sont des espaces ou différentes façons pour arriver à nommer ce qu'on vit en tant que femme parmi les différentes oppressions qu'on peut vivre, parce que l'extractivisme s'additionne aux oppressions qui sont déjà là par le système patriarcal, par le système capitaliste, colonial, raciste, qui sont là. Donc, les mettre en action et les nommer déjà nous donne du pouvoir. Et les femmes qu'on a rencontrées nous disaient qu'au-delà d'être des victimes des impacts de l'extractivisme, elles sont les protagonistes de ces luttes. Donc, nous vivons un moment historique partout dans le monde, qui est la pandémie de la COVID-19. Donc, je me demandais comment vous vivez les impacts des mesures sanitaires qui sont imposées de par la situation. Donc, comment elles affectent vos luttes, vos résistances et quelles actions vous mettez en œuvre pour pouvoir continuer justement vos luttes qui sont nécessaires pour
pour mettre en action, là, pouvoir atteindre là, vos objectifs dans vos luttes. Donc, je vais laisser la parole à Chantal et là, quelques réflexions, puis peut-être une question aussi à vous poser pour alimenter la discussion qui suivra. Merci, Maria. Merci vraiment, 3 belles femmes. J'ai pris plein de notes. Je pense qu'il y a plein de monde qui ont pris plein de notes. Je voudrais juste aussi vous appeler, tout le monde dans la salle, à regarder dans le chat. Il y a plusieurs liens que, entre autres, surtout Isabelle a mis, des liens de réflexion, de documents ou encore de sites de réflexion par rapport à ce que les 3 panélistes disaient ou encore en rapport à l'écoféminisme. Je vous invite aussi à écrire vos questions. Il va y avoir dans le chat, on va les lire. Il y en a eu juste une. Là, ça serait le temps. Puis après ça, il va y avoir la participation avec avec toute la salle. Et puis, oui, j'en aurais plein de questions. On passerait des heures à jaser avec les 3 panélistes. Il y a vraiment beaucoup de réflexions à faire. J'en ai une qui semble allant de soi, mais qui ne l'est peut-être pas. Je vais préciser, ma question, c'est aux 3. Donc, les 3, une après l'autre, on va pouvoir vous donner parole. On va ouvrir vos micros vont être ouverts. Considérant ce que vous avez nommé dans vos présentations, qu'il y a quelque chose qui se ressemble dans les 3, c'est-à-dire parler des oppressions, de l'injustice, d'injustice sociale, d'injustice de droit humain, de sacrifice, et qu'il y a un lien avec l'environnement, soit que vous avez été interpellé par l'environnement pour aller vers un, ou le contraire, le droit humain pour aller vers l'environnement. Est-ce que le lien avec le contexte de ces luttes, croyez-vous que l'écoféminisme est de facto une lutte anticapitaliste ou à tout le moins une critique très vive de ce système dominant? En tout cas, moi, je crois que oui, selon vos présentations, selon ma conception, mais j'aimerais ça vous entendre. Pouvez-vous nommer des exemples concrets de liens ou vos réflexions entre le capitalisme et les luttes écoféministes? C'est ça ma question pour susciter ça fait comme une espèce en tout cas, un lien, moi, je crois, entre vos 3 présentations et la réflexion que j'ai eue par rapport à vos 3 présentations. Fait que vous pouvez défaire vos micros, c'est une après à défaire vos micros. Au mute. Ouvrir vos micros. Les 3, c'est-à-dire Carolina, Alissa et aussi, il y a aussi Marcella. Je crois que vous pouvez. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros vu que vous êtes co-hôte? Je crois que oui. Oui. Alors, on peut aller avec on est juste 3. Moi, je vais vous écouter maintenant. Vous êtes juste les 3. Fait que de façon spontanée, si vous pouvez parler. On a une quinzaine de minutes à accorder à cette discussion entre panélistes. J'aimerais ça inviter mes co-panélistes de parler avant moi parce que j'ai eu la parole en premier. J'aimerais ça. Carolina, ¿quieres empezar? No sé, ¿aparto yo o si quieres, Marce, partes tú? Hola, Marce, no te había saludado. Nos conocemos. Bueno, parto entonces aprovechando. Yo creo que en la búsqueda del conocimiento para poder robustecer los argumentos que nos permitieran defendernos y en esta pugna capitalista destructiva y la imposición del sistema neoliberal extractivista en dictadura hasta hoy, nos ha hecho ir reflexionando y buscando las corrientes teóricas que pudieran acercarse a nuestra accionar, a nuestra forma de ver, de sentir, de vivir. Y en ese sentido el ecofeminismo en mi caso ha sido fundamental. Fue leer de ecofeminismo, fue descubrir primero que no estábamos solas,
segundo, que nos legitimamos como seres vivos y en un territorio que es nuestro y del que somos parte. Estimamos también que es una lucha de clase anticapitalista, antineoliberalista, antirracista, antiespecista, y todos los antis que existen. Por lo tanto, para mí el ecofeminismo viene a legitimar las luchas por formas de vivir realmente más justas, más dignas. La verdad que hablar y tratar como de traspasarles a ustedes lo que significa vivir en una zona de sacrificio es difícil. Solo creo que con el nombre zona de sacrificio ya impacta, y sobre todo impacta porque, por ejemplo, y lo enlazo con el ecofeminismo rápidamente, nosotros sufrimos mucha injusticia social e injusticia ambiental, tenemos externalidades negativas, tenemos el índice de pobreza más alto en Chile y la pobreza multidimensional más alto también a nivel país. Lideramos los rankings, lamentablemente, de injusticia social e injusticia ambiental. Y el ecofeminismo también nos viene a mostrar alternativas, salidas, formas distintas de ver, de sentir y de hacer, formas distintas de organizarnos, y salirnos un poco de la compulsión patriarcal capitalista, de la competitividad, de la deslegitimación de nuestras luchas, de nuestras resistencias. Y eso ha sido muy importante. Sobre todo comenzar a observar la permacultura, por ejemplo, observar la soberanía alimentaria, la economía circular, que pueden ser alternativas que nos permitan salir de la pobreza multidimensional y de la pobreza económica que vivimos aquí, sobre todo las mujeres. Eso. Gracias, Carolina. Marcela, ¿quieres seguir? Sí, bueno, como comenté en mi presentación, para mí en lo personal fue muy revelador descubrir el ecofeminismo. Primero que nada porque entendí mi activismo ambiental, entendí por qué me había involucrado en el movimiento que busca defender y recuperar el agua para Chile. Creo que en términos personales fue muy revelador. Es como leer o conversar con Yayo Herrero, que tuve también la oportunidad y privilegio de conocerla acá en Chile. Eso que nos pasa, que lees o escuchas a alguien y te identifica tu activismo ahí. Yo creo que eso es que es más emocional, más personal. También es importante sentirse representada por una corriente, entender el quehacer como activista desde ese lugar. Y también arroja o nos muestra esto que señalaba Carolina, de una manera distinta de organizarse, de una manera distinta de resistir, incluso buscando herramientas y mecanismos novedosos para la resistencia. Las mujeres, como decía, somos las primeras que nos afectamos por esta economía extractivista y patriarcal. Las primeras. Entonces, por lo tanto, somos las primeras que tenemos que buscar esas, solucionar. ¿Ah? Y en esta búsqueda de soluciones aparece esto que el ecofeminismo nos muestra con tanta fuerza, ¿ah? Que es una relación distinta con la naturaleza y con las mujeres que te acompañan en el activismo. Igualmente es un proceso. Por ejemplo, en el caso nuestro, no todas las compañeras se definen como feministas o ecofeministas, pero al vincularse al quehacer, a la resistencia, a la búsqueda de información técnica para fortalecer los argumentos, el levantamiento de información, la creación de conocimiento, igualmente es un quehacer
que tiene que ver con el ecofeminismo, por la manera en que nos articulamos, aunque ellas no tengan plena conciencia de que están involucradas y que esta acción puede ser representada por el ecofeminismo. Entonces, también colaboramos en abrir ese camino a otras compañeras. A lo mejor es más a través de la acción que de la formación más intelectual. Y solo para terminar, quiero contar más bien, que la empresa que construye el proyecto Alto Maipo es una empresa austríaca. Entonces, en su comportamiento, en su relación con la comunidad, es tan claro, es muy nítido esta manera, este neocolonialismo, ¿verdad? Empresas europeas que no pueden desarrollar proyectos como este en sus países, porque las leyes no se lo permiten, llegan con una soberbia de invadir y apropiarse del territorio, el patrimonio natural, pero también de las mujeres que habitamos este lugar. Son maneras distintas a las que conocimos. Por eso lo llamamos un neocolonialismo, una nueva manera patriarcal, pero finalmente lo que hay detrás es que en nuestro país se explotan los bienes naturales y comunes, se explota a las personas, se afecta a las personas para quienes viven en los países del primer mundo tengan una mejor calidad de vida. Y eso básicamente no ha cambiado la relación de poder entre el primer mundo y quienes vivimos en países de América del Sur y de África inclusive. Gracias, Marcela. Alisa? Oui, je suis vraiment inspirée par qu'est-ce qui vient d'être dit. On dirait que je ne sais pas quoi rajouter, puis je peux juste être à 100% d'accord avec qu'est-ce qui est dit, puis que comme pour moi, le mouvement, il ne peut pas se faire s'il n'est pas intersectionnel. Si moi, je ne me vois pas vivre dans un monde où est-ce que, oui, on a tout réglé au niveau de l'environnement, mais qu'il y a encore full d'injustices patriarcales, racistes, colonialistes, mais et ça, je pense que c'est quelque chose, des fois, qui est difficile à faire avancer, à faire comprendre dans le mouvement environnemental, de nommer que c'est intersectionnel, puis que pour nous, en tout cas, moi, je sais que sur le terrain, le but, c'était de faire des liens aussi avec d'autres mouvements, puis de montrer qu'on fait un tout, puis qu'on est ensemble, et non de juste défendre une cause comme si c'était quelque chose de complètement séparé de tout le reste, tu sais. Puis moi, je peux juste vraiment partager ça de comme mon point de vue occidental, puis en tant que femme blanche, mais comme je suis vraiment inspirée par, inspirée peut-être pas, mais genre le fait de lire Caliban et la sorcière de Silvia Federici, genre ça m'a fait comprendre à quel point que comme toute l'arrivée du capitalisme puis l'accumulation des profits qui a nécessité au capitalisme, c'est-à-dire que coloniser les Amériques, aller chercher des esclaves en Afrique, tout ça, tout ce racisme-là puis cette lutte de classe-là qui a servi au fait à mettre en place le capitalisme, mais c'est aussi venu de la chasse aux sorcières. Puis la chasse aux sorcières, c'est la raison pourquoi ils se sont, à mon avis, qu'ils se sont attaqués aux femmes, c'est parce que les femmes tenaient les communautés ensemble, étaient les personnes qui créaient les liens interpersonnels à travers la communauté, qui amenaient le soin, qui amenaient le care, qui faisaient attention à la communauté, puis le fait de s'attaquer à ces femmes-là, puis de prôner au fait le meurtre de ces femmes-là, fait en sorte que comme ça a brisé le tissu social des communautés. Puis de là, ça a été possible, à cette époque-là, les paysans et les paysannes avaient des terres communes qui leur appartenaient. Puis ça a été possible de prendre les terres communes, puis ça a été le début, au fait, de l'accumulation des profits. Puis les femmes, à cette époque-là, défendaient ces terres-là. Elles défendaient le territoire. Puis c'est aussi pour ça qu'on s'est attaqué à elles. Puis en réduisant
les femmes à une soumission totale, parce que c'est 3 siècles de féminicide, c'est ça que ça fait. Ça fait que les femmes ne peuvent plus dire ce qu'elles pensent, elles ne peuvent plus jouer le rôle qu'elles avaient dans les communautés, puis elles ne peuvent plus défendre la terre. Bien, ça l'a mené à les racines problématiques de c'est quoi le capitalisme. Puis, souvent, on me dit je suis une personne radicale, mais radicale, ça veut dire d'aller à la racine de. Et je crois que toutes les solutions qu'on doit appliquer pour combattre le patriarcat puis le capitalisme doivent être une réponse aux racines de c'est quoi le capitalisme, et c'est le colonialisme, le racisme, le sexisme, puis toute la violence qui a découlé de ça. Fait que pour moi, c'est sûr que ces choses-là vont ensemble, puis un mouvement environnemental ne peut pas être séparé du féminisme, mais ne peut pas être séparé de la lutte anticolonialiste, antiraciste, anticapacitiste, anti-queer. Toutes ces choses-là sont intrinsèquement reliées, à mon avis. Ben, merci, mes 3 belles femmes. J'avais déjà un peu idée de votre réponse, mais c'est parce que vous étiez là pour expliquer encore mieux que moi et selon vos regards à vous en lien avec vos présentations. Merci beaucoup. Maintenant, il y a eu des questions. On a jusqu'à 15h25 parce qu'après ça, il va y avoir la conclusion, les 5 dernières minutes avec les 2 directrices des séminaires, Isabelle et Laurence. Ça fait que là, on a jusqu'à 15h25. Je vais lire une question. Il va y avoir des questions qui ont été mises au chat. Puis on va tenter d'y répondre. On va y aller, étant donné que ça va vite, là. Admettons, à 5 minutes, gros max, pour les réponses, ça vous va? Malheureusement, on ne pourra pas passer au travers peut-être toutes, là. Alors, il y a Mélanie qui demandait j'aimerais vous entendre parler de vos moments les plus difficiles. Vivez-vous parfois ou avez-vous déjà vécu du découragement, des moments de doute, une sensation de risque de vous désengager? Si oui, quelles sont les dimensions qui caractérisent ces moments et quels sont les facteurs qui vous permettent de vous raccrocher, de poursuivre ou consolider vos engagements? Sacrée belle question. Malheureusement, vous avez 2 minutes chacune pour y répondre. Alors, sinon, on pourrait écrire au chat aussi vos réponses si vous voulez. Vous pouvez les écrire vous-même. Fait que, sans tirer au sort, j'irai avec Marcella, Carolina et Alissa pour comme faire une espèce de... Je vais aller après ça avec un autre... Rápidamente, mi momento más duro he tenido 3. El primero fue cuando comencé a estudiar la contaminación y la afectación a la salud y decidir quedarme para resistir, para luchar, para hacer algo y no simplemente irme. El segundo momento fue cuando aprendí a aceptar que existen distintos tipos de resistencia y de visiones que es muy importante respetar para poder nutrir las luchas y no sentir como una destrucción. Y a esto me refiero con que fue un momento importante para mí aprender cuáles son los límites que yo debo tener a la hora de exponerme a situaciones de violencia viviendo en un lugar que ya es muy violento. Y esas violencias expresadas no solo desde los hombres, sino que también de mujeres. Ese fue un momento también, un punto crítico para mí. Y el tercer momento fue el año 2018, cuando fallece uno de mis amigos más cercanos. Y en todo este tema de la catástrofe que estábamos viviendo, él pierde la vida y eso me hizo reflexionar profundamente de todas las formas en que el capitalismo destruye nuestra vida. Eso. Bueno, hay un momento cuando yo decido ser parte activa de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, que estaba en formación. Recibí algunos consejos
de gente que yo conocía y que estaba relacionada con el gobierno, con el primer gobierno de Michelle Bachelet, que fue el gobierno que aprobó el proyecto Alto Maipo, donde me recomendaron, por ejemplo, que no perdiera mi tiempo involucrándome en una causa que estaba perdida, porque el proyecto igualmente iba a ser aprobado. Ahí hay dos lecturas. Una podríamos pensar, oh, es un amigo preocupado por mí, que me da este consejo. Pero realmente lo que yo vi ahí fue una presión de alguien que me conocía de antes, presión indebida, para tratar de convencerme de que no siguiera adelante en la causa. Y ahí fue un momento para pensar en realidad o para darme cuenta el gran poder que tenía esta empresa dueña de Alto Maipo, que trataba de involucrarse en la organización opositora, mandando estos mensajes o directamente como me lo dieron a mí, el mensaje me lo dieron directo. Hay otro momento también complejo que es cuando comentaba que Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luxic, el grupo económico más rico y poderoso de este país, entra como socio al proyecto Alto Maipo. Ahí, si ya era complejo la lucha, la llegada de Luxic al proyecto también nos puso en otro escenario. A diferencia de Asgener, Luxic y sus aliados tienen muy malas prácticas cuando les toca enfrentarse a la comunidad que se opone a sus iniciativas económicas y productivas. Entonces estábamos en una situación de riesgo y de peligro objetivo hasta antes que ingresara el grupo Luxic al proyecto Alto Maipo. Bueno, luego Antofagasta Minerals abandona el proyecto y hay todo un acomodo económico de cómo seguía adelante el proyecto, pero esos fueron años bien difíciles. Cuando el conflicto empezó, mis hijas tenían 3 y 4 años. Yo soy madre soltera, jefa de hogar, es decir, yo sostengo a mis hijas. Ellas actualmente tienen 16 y 17 años. Entonces, durante el tiempo de la crianza, yo estaba en el activismo. Y eso significó también exponer a mis hijas en algo que ellas no habían decidido por sí mismas, sino que les tocaba estar con esta mamá que eligió ser activista. Entonces ahí vienen muchos cuestionamientos también personales respecto a cómo expone o también ver, bueno, conmigo ellas también van a aprender a luchar por lo que piensan, por sus ideas, ¿verdad? Entonces, siempre mi gran preocupación ha sido tratar de que ellas no reciban las consecuencias negativas de mi activismo, tanto externos como cuando ocurren cosas internamente a mí como mujer, al enfrentar este gran poder, o sea, este poder gigante económico, político, que esta caricatura de David contra Goliat en realidad no es una caricatura, es así. Y enfrentarme también a los trabajadores del proyecto ha sido difícil. Ellos me reconocen muy rápidamente, me han reconocido muy rápidamente durante todos estos años. Entonces hay mucho hostigamiento en la calle que proviene de los vehículos que trasladan trabajadores del proyecto hacia mí. Y eso también asustó mucho a mis hijas cuando eran más pequeñas, porque sentían que obviamente a mí me podía pasar algo en cualquier momento. Entonces, como la Caro decía, cuando una decide dar la lucha, quedarse en su territorio y enfrentar este poder económico y político, también estamos conscientes de los riesgos y las amenazas que eso significa para nosotras y nuestra familia. Además, hay un componente muy patriarcal en este acoso de los trabajadores. No sé si fuera el hombre el vocero, el líder de esta organización, si ese hostigamiento habría sido como ha sido en mi caso, porque yo también soy mujer, ¿verdad?
Gracias, Marcella. Ça sera au tour d'Alissa. Un petit 2 minutes. C'est passionnant, mais on manque de temps. Oui. Je vais juste saluer le courage de mes collègues. Je vous trouve vraiment inspirante et magnifique. Moi, je dirais, pour moi, ça a été plus l'équilibre entre l'idéalisme, qui, c'est sûr, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé, tu penses que tu vas être capable de tout changer? Toi et tous les gens que tu mobilises ou tout le mouvement écologiste dans le monde, au fait. Puis après ça, comme à force d'avancer, puis tu sais, quand t'es militante, tu t'informes sur tout. Puis tu te gardes au courant de tout. Puis je suis aussi très, très, très sensible. Fait que ça, à un moment donné, j'ai senti que j'ai perdu l'équilibre entre comme l'idéalisme de genre croire que c'est possible puis de croire en une vision d'un monde meilleur. Puis le réalisme de où on en est, tu sais, puis la fin de non-recevoir de beaucoup, beaucoup de gens quand tu leur parles de la nécessité de protéger l'environnement, puis à quel point ça... Je me retrouvais souvent devant un mur de non-compréhension, tu sais, puis un peu qu'on me regarde un peu comme si c'était moi qui était pas bien. Fait que ça m'a amené à faire un épuisement militant. Puis j'ai beaucoup, beaucoup appris pendant cet épuisement-là. Et pour moi, la notion encore plus du care, du soin, de faire les choses dans le plaisir, tu sais, je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à militer. Puis à un moment donné, à force d'avancer, puis à force de vouloir m'impliquer un peu partout, mais c'est comme si le sens de responsabilité est devenu beaucoup plus important que ma propre comme ma propre façon de militer, puis de le faire selon ce qui m'inspire puis ce qui m'intéresse. Je me suis mis à plutôt prendre des responsabilités de comme, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui fait ça. Puis je suis vraiment contente de l'avoir fait. C'est juste qu'aujourd'hui, je réalise que comme, pour moi, il y a tout le temps la notion de l'équilibre qui est vraiment importante. L'équilibre de moi avec la collectivité, la notion de le plaisir versus la responsabilité, puis l'idéalisme versus le réalisme. Puis il faut les deux, tu sais. Il faut les deux dans toutes ces choses-là. Fait que ça a été ça ma leçon. Merci, Alissa. Là, je trouve que je joue vraiment à brigadière, là, on manque de temps vraiment. Alors, ça se pourrait qu'on déborde de 5 minutes. Est-ce que les organisateurs, organisatrices, ça va? Si on veut aller aux 2 questions qui restent, là, il y aurait 5 minutes de débordement, sinon j'en coupe une. Je dirais que c'est surtout nos interprètes, leur temps est précieux. Oui, donc il y a des bénévoles, oui, c'est ça. Mais en ce qui nous concerne, oui, mais Andrés... on a des pouces là, pour le 5 minutes d'over. OK, ils sont cool, nos bénévoles. Merci beaucoup. Fait que c'est... Alors, oups, je me suis coupée, c'était pas ça le but. Alors, on a une question pour les 3. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. OK. Mohamed, une question aux 3. À l'échelle planétaire des 2 grands courants de l'écoféminisme par rapport à la question culturelle, il y a le courant matérialiste et le courant spirituel.